sociaux, tous les arrivistes, les opportunistes, l'argent qui ruisselle vers le haut, et les retraités, et le parti de la peur. Alors, est-ce qu'il y a une base sociale pour autre chose? Ils nous font croire que non, que ça n'existe pas, du point de vue de ceux qui sont au pouvoir, dans les partis, dans à peu près tous les partis. Ou alors, ils agissent par des idéologies ou des convictions qui ne correspondent pas à la situation. Je pense à celui qui est arrivé, à celle qui est arrivée seconde et à celui qui est arrivé troisième. Donc, est-ce qu'il y a une base pour une autre politique? Oui, c'est un bloc populaire qui est électoralement dispersé par les ambitions personnelles, je dirais les idéologies et les héritages familiaux ou administratifs. Ce bloc, c'est 48% des gens qui ont voté Macron, 48% sur les 35,8, qui ont voté pour Macron par rejet de Marine Le Pen. Ça fait à peu près 13% des inscrits, à peu près. Puis les 34,4% d'abstention, de vote nul et de vote blanc. Et enfin, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon votent d'autres choses. Si vous faites la somme de tout ça, en gros, hein, ça fait des 2/3 des Français. Ces 2/3 des Français, actuellement, n'ont encore pas de visage. C'est ceux qui subissent une France dont l'industrie, l'agriculture, a été vendue à la découpe. Aussi, ceux qui subissent, et qui vont subir pire encore, l'inflation des prix. C'est une question du pouvoir d'achat. Et c'est tous ceux qui travaillent pour faire de bonnes choses. Ceux qui enseignent, ceux qui soignent, ceux qui rendent les services nécessaires aux gens. Donc, les services, par exemple, aux plus dépourvus, les handicapés. J'ai rencontré une dame qui est handicapée ce matin. Elle m'a dit, moi, je ne fera rien. La hache, je ne crois plus à personne qui pourra revaloriser le pouvoir d'achat de la hache. Et je ne crois à personne. Alors, je dis, oui, mais vous avez là des candidats qui ont un visage. Benoît, Stéphanie, Virginie et Daniel ont un visage. Vous avez un courage de soutenir ces visages nouveaux. Alors on dira non, c'est impossible, parce que ces 2/3 des Français ne peuvent pas s'entendre, ils ont trop d'intérêts différents entre eux. Eh bien, si vous votez pour eux, pour Benoît et Virginie, qui sont les deux candidats et leurs suppléants, eh bien, à ce moment-là, vous aurez ces nouveaux visages. Des gens qui ont été gilets jaunes, qui sont modestes, déterminés, et qui viennent sur la scène, pas pour faire voir leur gueule, mais parce qu'ils pensent que les gens ont besoin de représentants qui représentent vraiment ces intérêts de ceux qui sont notre peuple. Alors c'est cela la République. C'est voter pour des gens qu'on approuve, qu'on aime, et qu'on s'en proche, mais pas par rejet des autres. Et ça, c'est ce qu'on veut changer. Alors, évidemment, ce qui vient, c'est l'inflation, c'est la fausse monnaie, ce qu'ils expliquent dans leur tract, très bien. Et aujourd'hui, ça va être encore pire, parce que leurs statistiques sont de 2011, que vous pourrez voir. Maintenant, ça va être encore pire, parce que le prix des engrais, le prix de l'énergie et le prix, je sais pas, le fuel pour se chauffer. Donc, on est dans une situation où tout ce qui paraissait établi, y compris un risque de guerre en Europe, apparaît. On croyait que c'était la paix, voilà qu'il y a un risque de guerre. Tout ça parce qu'on a un système financier qui fonctionne, pas pour le bien commun, pas pour tous, pas pour les générations futures, mais pour quelques-uns qui se défendent contre d'autres, ce qui est la source de conflits à l'intérieur de la France et dans le monde. Et dans ces moments difficiles, évidemment, il faut des représentants nouveaux. Et eux sont l'amorce, le commencement, le germe, j'en suis convaincu, d'un monde qui soit plus juste et qui évite la guerre. Mais il faut que ça vienne d'une base. Et cette base, c'est vous qui devez la soutenir. Sans grands mots, mais avec un engagement. Ce qui veut dire reprendre le contrôle de l'argent, rendre l'argent au peuple, et que ce soit le contrôle que vous considérez comme de votre argent. C'est le vôtre qui prenne aujourd'hui. Alors, il faut une vraie banque nationale, pas une banque centrale dirigée par des banquiers, hein, une banque nationale avec la participation du peuple, qui soit dedans. C'est lui qui est intéressé. Et aussi, une vraie banque qui oriente l'argent, comme je l'ai dit, l'industrie, l'agriculture, l'école, le laboratoire, tout ce qui est intérêt essentiel pour l'avenir, et bien entendu la santé, l'hôpital.
Ça, c'est ce que nous devons avoir. Parce que le premier des droits de l'homme, c'est de manger. Or, on vous parle aujourd'hui, évidemment, en termes, comme on parle dans les milieux informés, d'insécurité alimentaire. On ne parle pas de manque de ressources, on parle d'insécurité alimentaire. Donc, il faut rétablir ce droit de manger, ce droit d'être bien logé et ce droit d'être soigné. C'est ça qui est essentiel. Et c'est ce que disent simplement dans les documents, manger, se loger, se soigner. Les autres, qui prétendent qu'il n'y a pas d'alternative. J'ai ici d'ailleurs les textes, il y a quelqu'un qui dit, qui est Fourquet, hein, c'est un des experts d'analyse, il dit « Le lieu où s'élabore la politique est profondément déconnecté du reste du pays ». Et un autre, qui est Christophe Guilluy, qui est connu aussi, lui vous dira « La diabolisation ne vise pas donc seulement l'extrême droite, mais c'est le diagnostic des classes populaires et les classes populaires elles-mêmes qui sont visées. » Donc c'est exactement ce que nous disons. Mais eux, évidemment, ils ne se mettent pas de politique, ils analysent. Nous, on mouille la chemise. C'est ça la différence. Alors, évidemment, le pays qui laisse, la France, qui avait le 5e rang mondial dans le produit de la production par tête, est passée aujourd'hui, on en est aux 26e place, à la 26e place, de 5 à 26. Donc on est tombé. L'autre chose auquel je peux commenter, vous avez vu le scandale des EHPAD, Orpea, Gorion et compagnie. C'est terrible parce qu'on ne prend pas soin des gens qui ont voué leur vie au travail et à faire notre pays. Mais les jeunes aussi, les très jeunes, les enfants. Aujourd'hui, pour la première fois, la mortalité des bébés, des très jeunes, s'accroît. C'est la première fois depuis 1945. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Alors, dans ce contexte, on est tombé à la dernière place dans l'éducation en mathématiques sur les 27 pays européens. Et évidemment, en plus, pour les prélèvements obligatoires, là, on a la première place. Donc, où va cet argent? C'est ce que question posent tous les gens. Ben, ils vont, disons, aux 10% des plus aisés, des plus riches, et surtout aux 1% des riches. Et c'est là que va cet argent, où il va à l'extérieur de la France, où les gens ont leur argent dans les paradis fiscaux. Alors il n'y a pas que la France, hein. Le paradis fiscal, qui est aussi un paradis juridique, parce qu'on n'applique pas de règles, c'est dans l'ensemble du monde. Et là, on n'a rien fait pour l'arrêter. Il suffirait de dire, si tu vas dans un paradis fiscal, tu ne peux plus faire d'affaires chez nous. Ah oui, mais les Américains diront, et chez nous, non plus, on va t'interdire. À ce moment-là, les banques, ils en font faillite. Donc il y a un chantage permanent sur ça. Et c'est ce chantage qu'il faut lever. Alors, évidemment, les gens qui sont en place, ils alignent des statistiques. Vous avez vu Macron, ils alignent des statistiques. Mais ces statistiques ne voudront bientôt plus rien dire. Parce que dans la destruction économique dans laquelle on se trouve, ces statistiques vont montrer qu'elles n'ont plus aucun sens. Et un comble, ils nous disent qu'il n'y a pas d'alternative à leurs statistiques. Donc c'est une histoire de fou, quelque part. Parfois, je me crois d'ailleurs dans ce monde qu'on est dans une sorte d'asile de fous politiques. Et je crois que je n'ai pas tout à fait tort de ressentir comme ça. Alors il faut de nouveaux visages. Nouveaux visages qui tracent un sillon. Et il faut redonner pour ça confiance au peuple, confiance en vous-même. Et le vote, pour eux, pour Virginie, pour Benoît, pour Daniel, pour Stéphanie, c'est ça que ça représente. Alors vous direz, c'est très peu, c'est 4 personnes en Vendée. Non, c'est beaucoup, parce que c'est en partant de peu qu'on peut faire beaucoup. Il y a des États qui ont été faits au départ par une dizaine de personnes. Je ne voudrais pas citer l'exemple, mais il y en a beaucoup, notamment la révolution soviétique ou la révolution américaine. Alors je ne juge pas en termes de valeur, je sais que ça peut être fait. Donc ça peut être fait, et c'est un commencement, c'est un germe d'un vrai bloc populaire. Alors le vote pour eux, c'est un vote pour les 2/3 des Français. Alors on vous dira, oui, mais en Vendée, les choses vont mieux qu'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est là qu'elles seront le plus menacées, justement parce qu'elles vont mieux. Il n'y aura plus de métaux rares, ils vont faire une industrie qui a plus de métaux rares, plus d'acier, plus de nickel. Pour les avions, plus de titane.
pour les voitures, pour les pots catalytiques, plus de platine. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là la vraie question devant notre moment de l'histoire. Et l'inflation, qu'est-ce que c'est l'inflation? On vous dit, c'est les salariés qui veulent le meilleur salaire, les patrons qui refusent, c'est la bagarre. Non, l'inflation aujourd'hui, c'est qu'on fait de plus en plus d'argent, on émet de l'argent, sans qu'il y ait de production, ni de travail humain en face. Et les prix montent fatalement. Et tout le système fonctionne de cette façon. Donc c'est ça qu'il faut changer, c'est ça qu'ils veulent changer quand ils disent qu'il faut redonner un avenir à nos enfants, et aussi à nous, à l'intérêt général, on peut appeler ça l'intérêt général ou le bien commun. Et c'est très important, je pense, que ça démarre ici en Vendée, contre l'argent fou, contre la spéculation. Alors, eux sont les annonceurs de cette France, je pense, qui se lève, qui est en train de se lever, et surtout, si on veut faire quelque chose, il ne faut pas se laisser intimider par ceux qui vous diront « vous êtes incompétents, nous on sait mieux, on a fait les grandes écoles » ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas se laisser intimider, parce que la vérité, celui à qui ça appartient, c'est celui qui est capable de donner un meilleur avenir à ses enfants et à ses semblables, ça c'est eux, et pas ceux qui détruisent, on l'a vu, comme ils l'ont fait depuis, disons, une quarantaine d'années. Macron n'est qu'un aboutissement de plus, en plus grave de ce que les autres ont fait avant. Donc, si vous votez pour eux, vous partez, je dirais, d'une racine, mais on fait de cette racine une source qui doit être quelque chose qui est clair, qui développe, qui crée une source qui fait les choses meilleures partout. Et c'est ça le défi, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci Jacques de tes propos, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Virginie. Eh bien, bonsoir à tous, merci de votre présence déjà, ça fait plaisir. Donc, moi, mon parcours politique est plutôt atypique, parce qu'effectivement, j'ai absolument pas fait les écoles conçues pour ça. On a commencé avec les Gilets jaunes, on a eu des réflexions avec un groupe qui s'est dit tout de suite c'est bien de râler, mais qu'est-ce qu'on peut proposer à la place? Donc, on a fait ça la première année. Après, on est rentré dans des mouvements citoyens qui ont pris à bras-le-corps toutes les revendications du vrai débat pour les retranscrire en solutions. Donc, on a réussi avec le mouvement Concorde 1711 à faire un programme de 250 pages. Suite à ça, on a travaillé sur un programme commun avec Solidarité Progrès. On a travaillé ça pendant 9 mois, à raison de 2-3 visios par semaine, après le boulot, parce que justement nous on vit la vie réelle. Donc ça a été hyper intéressant parce que ça nous a permis de sortir un peu de nos idéologies, de ce qu'on nous avait fabriqué, en sachant qu'on pensait être un minimum réveillé, mais finalement on en apprend beaucoup parce qu'on a réussi à travailler avec différentes mouvances, des mouvances de droite, de gauche, ensemble. Au lieu de travailler les uns contre les autres, on a réussi à sortir quelque chose de ça. Donc là, pour les législatives, on a décidé de s'engager parce que, vu les résultats aussi, je pense qu'on a bien fait. Il faut apporter un contre-pouvoir au niveau national. C'est vrai que si on a beaucoup de candidats issus comme ça, des milieux citoyens qui peuvent proposer des solutions en rapport avec ce que l'on vit, et je pense que c'est beaucoup plus cohérent. Surtout qu'on en a des solutions, en fait. On veut nous faire croire qu'il n'y en a pas, mais c'est faux. Les solutions sont là. Donc voilà pourquoi on s'engage dans les législatives. On a essayé un petit peu tous les chemins depuis 4 ans. Je pense que là, c'est une étape importante. J'espère qu'on sera nombreux comme ça à s'engager dans la politique en étant issus du terrain, en étant coiffeuse, en étant syndicaliste, en étant... de tout ce qu'on veut, en connaissant aussi les amis qui ont des difficultés au niveau agriculture, au niveau du logement, au niveau des salaires, au niveau du pouvoir d'achat. On fait forcément des analyses, même en tant que citoyen, plus cohérentes. Donc voilà pourquoi on s'est engagé. Benoît, je vais te passer la parole. T'as quasiment tout dit, non ? Ouais, donc moi j'ai un petit parcours atypique aussi, malgré tout, puisque je suis agent territorial. Virginie a dit que je suis aussi un peu syndicaliste, mais
Je suis aussi gilet jaune depuis le début du mouvement et on a vu pourquoi on était dans la rue en novembre 2018, le 11 novembre. Non, une connerie. Dès le départ. Voilà, dès le départ. Voilà, donc bon, comme je ne vais pas répéter ce que... Enfin si, je vais répéter un peu, mais c'est pareil, moi je suis rentré dans cette préparation de mouvements citoyens avec Concorde 1711, sur lequel on a travaillé... et là c'est pareil, parce que Virginie a certainement plus travaillé que moi par rapport à ça, mais on s'est réunis tous les soirs pendant des semaines, c'était quasiment 2 soirs par semaine, c'était le lundi, le jeudi, pour construire quelque chose qui tienne à peu près la route en termes de programme qu'on aurait pu soumettre, bien sûr, avec Concorde 1711. Et dont ce programme qui a été mis et qui est tous les jours sur le site internet en forme d'alvéole, puisque aujourd'hui c'est un programme qui, comme les abeilles, une ruche, tout le monde travaille et tout le monde récolte les fruits de son travail. Voilà, donc ensuite, bien sûr, la Concorde citoyenne, on a bien vu malheureusement le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que les petits candidats, que ce soit la Concorde citoyenne, que ce soit d'autres petits partis qui proposaient des programmes pour les citoyens et le peuple, n'ont pas émergé puisqu'ils n'ont pas eu leur parrainage. Et donc... voilà, donc tout est fait pour justement que les petits candidats, ceux qui veulent émerger, ceux qui veulent faire sortir le fruit d'une graine et ainsi de suite, ne sortent pas, puisque du coup on met du désherbant dessus et comme ça on n'en parle plus. Donc oui, aujourd'hui on en a ras-le-bol, voilà, ras-le-bol de subir systématiquement. Il faut qu'on ramène l'ensemble des citoyens à pouvoir être participatifs à la vie politique de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand débat et un grand travail, puisqu'aujourd'hui, pour moi, un député, quand il est élu dans sa circonscription, mais il a aussi un devoir de revenir vers ses concitoyens. Aujourd'hui, bien sûr, on ne revient systématiquement jamais vers les concitoyens. Depuis une semaine, j'ai pris des jours de congé, personne ne me les a offerts, monsieur le maire surtout pas, de La Roche-sur-Yon, j'ai posé la question de savoir si on connaissait son député en Vendée. Bon, on a remonté un peu les statistiques aujourd'hui et un petit peu hier, mais on est à 99% de non-réponse. Personne ne le connaît. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce que ces gens-là ne sont jamais revenus dans leur circonscription demander à leurs concitoyens si effectivement il y avait des propositions qui pourraient émettre, qui pourraient être remontées, ou par rapport à différentes choses importantes dans notre pays. Alors au-delà, effectivement, de tout ce qu'on a pu dire sur le pouvoir d'achat, puisque aujourd'hui, j'ai même pu discuter. Alors, le terrain est très important. Là, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui me connaissait, à qui j'ai appris à jouer au tennis, parce que j'étais aussi éducateur de tennis à une époque. Et ce monsieur, qui est à la retraite aujourd'hui, a été technicien chez France, à l'EDF. Il a une très bonne retraite, c'est ce qu'il m'a dit, mais il va donner un coup de main à la Banque Populaire. Et là, il me disait, mais on a de plus en plus de gens qui vont à la Banque Populaire. Des gens qui, à un moment donné, s'en sortaient avec des salaires moyens, enfin... Banque alimentaire. J'ai dit quoi? Oh, Banque Populaire, excusez-moi. Banque alimentaire. Il faudra couper pour la banque alimentaire. Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens qui y vont, en plus des étudiants énormément. Et il me disait que là, il y avait une dame qui avait 1 200 €, vivant seule avec 3 enfants.
Et elle faisait des coupes entre l'essence et l'alimentation, malheureusement. Et là, récemment, sa voiture était tombée en panne. Voilà. Et elle n'avait pas les moyens de pouvoir s'acheter une voiture. On en est là. Et à un moment donné, il va falloir qu'on change les choses, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Tout augmente. Les gilets jaunes sont sortis dans la rue, pour revenir dessus, pour l'essence. Pour l'essence, quand même, à un moment donné. Hein. Mais aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut sortir dans la rue, mais à côté de ça, on ne fait rien pour aider la population. C'est pas les 100 € d'énergie qu'on a pu avoir. Voilà. Donc, nous, on a envie un peu de faire changer les choses. On est juste agents territoriaux, coiffeuses, on travaille tous les jours, on sait ce que c'est, voilà, et à un moment donné, depuis combien d'années on n'a pas en haut dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale des gens qui représentent le milieu ouvrier? Posez-vous les bonnes questions. Voilà, il y a un problème. Pourquoi on ne serait pas représenté? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a envie d'y aller, parce qu'on en a ras-le-bol aussi, et on a envie de faire changer les choses, mais pas tout seul. À un moment donné, on a besoin de vous. On a besoin de cette solidarité, on a besoin de cet élan de solidarité et de participation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Benoît. C'est très bien ça. Donc nous on a fait aussi la campagne hier ou avant-hier sur les usines Fleury-Michon à la gare de Pouzauges. Donc les salariés ils en ont ras-le-bol, mais par contre ils ne connaissent pas. On leur a posé la question, est-ce que vous voulez changer de député? Donc il y en a qui ne répondent pas, il y en a qui répondent, mais ils ne connaissent pas leur député. Donc c'est grave, c'est grave. Donc en ne connaissant pas leur député, ce que disait Benoît aujourd'hui, si on ne connaît pas son député, c'est qu'on ne le voit jamais. Donc jamais, jamais. Donc nous on les connaît, mais ces gens-là, ces salariés-là, ils ne connaissent pas ces députés. Donc ça arrive à la fin, ils montent là-haut dans l'hémicycle, ils ramassent l'argent, et puis nous, ils ne s'occupent pas de nous. Donc on peut vous les nommer à ces gens-là, il n'y a pas de souci. Donc je vais repasser la parole à Virginie, elle n'avait pas fini. Et après, si vous avez des questions à nous poser, il ne faut pas hésiter. Oui, je voulais rajouter un petit truc parce que du coup on a parlé de notre parcours avec Benoît, donc notre parcours beaucoup Gilets jaunes, un mouvement citoyen. Et pourquoi là on s'est affilié à Solidarité Progrès en fait pour les législatives? Parce qu'en fait on travaille avec eux depuis le départ. On a la chance d'avoir Marc qui était avec nous dès le démarrage dans le groupe de réflexion départemental Gilets jaunes. Et toute la... T'as pas de bol. Non, mais je crois que c'est tactile, c'est trop moderne pour moi. Donc toute la question de souveraineté monétaire, crédit productif, tout ça, c'est grâce à Solidarité Progrès qu'on l'a apprise. Et il s'avère que le noyau du problème, il se trouve là. Donc voilà pourquoi on s'est engagé aussi auprès d'eux pour les législatives. Alors, il n'y a pas que ça, parce que, effectivement, les mouvements aujourd'hui vendéens, Gilets jaunes, puisque aujourd'hui, moi je fais partie aussi de l'association avec Daniel et d'autres qui sont ici, du mouvement citoyen Pays-Lyonnais. On a été aussi, on a rallié les cercles citoyens à l'initiative justement, et là du coup aussi de Solidarité Progrès, pour être sur le terrain régulièrement, sur la place, contre l'oligarchie financière. Donc on a été sur beaucoup de choses. On a été sur les projets Hercule de l'EDF, on a été sur le Great Reset, on a été sur justement le pouvoir d'achat, la dette. Alors aujourd'hui la dette, je disais l'autre jour, il y a quelques temps j'en avais sorti avec une dette à 40 000, presque 41 000 euros, on est passé à 43 000 là, ou 44, pas loin de 44. Non, 40, non, par habitant. Par habitant. Donc ça veut dire que
chacun a une dette de presque 44 000 euros par habitant. Le gamin qui naît, il a déjà sa dette sous le dos, quoi. Non, mais bon, il faut... Voilà, donc effectivement, donc tout ça relié avec une envie de faire changer les choses, d'éveiller les gens, de leur faire comprendre qu'à un moment donné, on est manipulé par cette finance aujourd'hui. Et on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus s'en sortir si on n'essaye pas de changer les choses. Et les changer, c'est malheureusement rentrer, comme on l'a déjà dit, dans le système, et ça on l'a déjà fait, rentrer dans le système pour commencer à faire bouger les choses. Voilà. Et on n'y arrivera pas sans vous. Et vous ben oui, non mais... oui. Donc ce qui serait intéressant aujourd'hui, parce que nous, on a une feuille de route, entre guillemets, mais la feuille de route, c'est... bon, avec quelques idées, mais aujourd'hui, c'est pour nous, pour faire remonter les choses, c'est vos idées à vous. C'est pas nos idées. Et on est là pour vous. Et c'est à vous de nous faire remonter. Et donc, maintenant, c'est place à votre parole. Dites-nous ce que vous souhaitez. Réellement. Alors, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, il ne faut pas hésiter. Questions, propositions, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez faire changer? Moi, je pense que c'est ça la première question. Qu'est-ce que vous allez faire changer? La question vient d'être posée, il faut répondre. Alors, moi, je voulais juste... Excusez-moi, je vais la voir un peu enrouée. Alors, moi, je voulais juste parler d'une chose. Allô? Oui. Donc, je voulais juste expliquer une chose. C'est dommage qu'on soit si peu. Parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne une majorité de la masse populaire. Et aujourd'hui, j'écoute beaucoup des informations sur le net, pas les informations pas TF1 ou BFM, pas du tout. C'est pas ça que je suis. Je suis tout ce qui se passe sur Internet. Je fais un peu le tour et j'ai beaucoup entendu certains économistes, certains jeunes, dont un que j'ai retenu beaucoup, il s'appelle François Boulot. Alors, on est vraiment revenu dans une lutte de classe. Ça, c'est inévitable. On est revenu, alors que avant la Révolution, il y avait déjà une lutte de classe. Les oligarques, le roi, les césonarques, le clergé et puis le peuple. C'est la Révolution qui a détruit ça, qui a remis en place une démocratie. Mais aujourd'hui, on est revenu dans la lutte des classes. Le seul problème, c'est que nous autres, qui sont dans la masse populaire, on n'est pas au courant de ce retour à cette lutte de classe. On n'en est pas au courant. Donc, on ne peut pas combattre, puisqu'on ne le sait pas. Eux, là-haut, les oligarques, ils savent qu'on est revenu dans la lutte de classe et ils savent qu'ils sont en combat et qu'ils vont la gagner. Et ils sont pleins à le dire. Des milliardaires qui, sur le net, ils ne le cachent pas. Ils disent que cette lutte de classe, on va la gagner. Pourquoi? Parce qu'ils combattent contre des personnes qui ne savent pas qu'on est revenu à la lutte des classes et qui ne combattent pas. C'est là où nous sommes. C'est dommage. Parce que, justement, le fait de remettre des personnes qui sont prêtes à aller nous défendre, c'est de relancer le combat pour qu'on puisse au moins déjà la mener. Et après, si on a la possibilité de la gagner, on la gagne. Mais on ne se bat pas. Et voilà pourquoi, voilà le résultat d'aujourd'hui. On ne va pas voter. On ne vient pas aux réunions. Et voilà pourquoi aussi beaucoup ne connaissent même pas leurs députés. Ils ne viennent qu'au moment où il va falloir les voter. Là, ils vont les voir. Ça, c'est clair que dans les marchés, on va les voir apparaître bientôt. On va les voir apparaître avec le beau costume, avec des petits cadeaux, pour se rappeler que je suis là, j'existe. Mais une fois qu'il est voté, il n'existe plus, tout simplement parce que ce n'est plus l'intérêt général qu'ils défendent, c'est leur intérêt personnel. Et c'est dommage que nous soyons juste peu, parce que normalement on devait avoir toute une population pour écouter qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se battre, pour que ça change. Voilà ce que je voulais dire. Et on est vraiment dans une classe. Il faut vraiment qu'on explique ça à tous ceux qui sont à côté de nous pour comprendre que si on ne se réveille pas, si on ne se bat pas, on va la perdre cette lutte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les oligarches, il y a la classe moyenne et il y a le peuple.
Ces classes moyennes-là, elles pensent qu'elles être à l'abri. C'est faux. Elle va basculer dans notre camp. C'est-à-dire qu'elle va devenir une classe populaire. Ils vont devenir, parce que les riches veulent de plus en plus. Donc ils vont tout faire pour qu'ils récupèrent tout, et tous ceux qui n'auront rien, ben, ça sera nous autres. Donc il faut vraiment qu'autour de nous, nous puissions remettre dans l'esprit des gens, non pas qu'il doit rester chez lui, non, on ne peut rien faire, si on peut faire quelque chose. Quand il y a un espoir, quand il y a de l'espoir, il faut se battre. C'est surtout ça auquel je voulais parler. Parce qu'il y en a beaucoup dans le net qui essayent de réveiller les consciences. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'y en a pas beaucoup qui... En général, la masse ne réagit pas. Et c'est ça le problème, regardez. Quand on a les problèmes sont dans toutes les classes sociales de la France. Pourtant, je ne comprends pas comment il ne peut pas y arriver un jour que toute la classe fasse grève en même temps. Je suis sûr que ça va bloquer le pays et les gens, ça va être obligé de réagir. Mais non, c'est des grèves en fonction des intérêts de chacun. Quand c'est la SNCF, eux ils font leur grève à part, apparemment ça ne nous concerne pas, mais si ça nous concerne. Ça concerne tous les Français qui ont des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je me sens aussi. Il n'y a pas 6 mois ou il n'y a pas 1 an, quand j'allais faire mes courses, tout était bien. Aujourd'hui, c'est pénible. Parce que tout a augmenté. Et nous, on le subit. Or, eux là-haut, non, ils ne subissent pas du tout. 1,80 € le gasoil, mais c'est incroyable. Vous voyez? Et c'est ça que je voulais dire. Il faut absolument qu'on puisse sensibiliser tous ceux qui sont autour de nous pour leur dire que la lutte de l'ASTA, elle est là. Et nous devons y participer. Nous devons nous battre pour reprendre notre argent. C'est notre argent. Vous imaginez un peu? C'est l'argent du contribuable avec lesquels ces bons monsieur s'amusent. Ils s'amusent, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte d'aujourd'hui, un gars comme, comment il s'appelle, le milliardaire Arnaud, mais aujourd'hui, il a été sauvé par l'argent du contribuable. Alors qu'il avait fait tomber la boîte de son père. Mais qui l'a aidé? Ben voilà, ce sont nos responsables, ce sont nos élites qui ont permis à ce que ce monsieur aujourd'hui, qui est le grand monsieur, soit sauvé, mais avec l'argent de qui? Avec l'argent de nous autres. En contraire, il devrait être reconnaissant. Il devrait être reconnaissant vis-à-vis du peuple, parce que c'est l'argent du peuple, c'est quand même nos impôts. Voilà un peu ce que je voulais dire, et qu'on se réveille. Et que... Comment? Je ne pleure pas. Non, je ne pleure pas. non, c'est la révolte interne. C'est la révolte interne qui veut exploser, mais qu'on sensibilise tous ceux qui sont autour de nous, qu'aux prochaines réunions, il y ait vraiment du monde pour écouter ce que nous devons faire. Comment nous devons faire? Il y a toujours des solutions, il y aura toujours des personnes qui sont là de notre côté, qui nous diront voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Et il faut qu'on se batte, il faut qu'on reprenne en main notre souveraineté, d'abord populaire, et après, tous ceux qui sont là-bas, on va leur montrer que non, c'est nous qui décidons, c'est pas vous qui décidez. Parce qu'aujourd'hui, même les députés, des fois, vous entendez qu'on tel député a décidé ça, mais il a décidé ça à partir de quoi? Il a vu qui et puis du coup, nous, on voit seulement des lois qui tombent, c'est nous qui subissons encore. On subit une loi que le député que j'ai installé va mettre en place sans que mon avis. Là, il y a un problème. Voilà ce que je voulais un peu expliquer. Bravo. Merci Ernest. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Je vais proposer des choses. Vous proposez, de toute façon on est à l'écoute de tout le monde. Hein. Faut pas hésiter. Allez-y. Non, pas d'idée. Lâchez-vous. Allez. Pour une simple proposition. Comme vous allez dans des circonscriptions qui sont des circonscriptions rurales, eh bien, essayez de parler avec les gens de la fameuse fracture numérique, qui dans ces zones est totale. On dit que les collectivités prennent un peu en charge les personnes qui ne savent pas se servir de ces instruments, mais c'est faux. Proposer, par exemple, je ne sais pas, mais quelque chose d'itinérant. Des bus, par exemple, qui vont voir les gens, parce qu'ils ne se déplaceront pas. Je pense que c'est très important, la fracture numérique. Et notre président actuel, enfin, notre nouveau président, eh bien, il ne fera qu'accentuer cette fracture numérique parce que
tout le monde le sait ici. Pourquoi? Ça l'intéresse. Voilà ce que je voulais dire. Essayez d'en parler, je pense que vous serez très bien ressenti là où vous irez et là où vous en parlerez. Merci. Jacques, j'arrive. Depuis 2012, nous avons défendu un service national du numérique sous contrôle populaire. C'est surtout la chose qu'ils ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'il faut continuer et le défendre exactement comme vous l'avez dit, en étant présent, en sensibilisant les gens et en montrant que c'est un élément fondamental par rapport auquel on veut que les gens ne connaissent pas. Ils essayent de garder les gens le plus possible dans l'ignorance. D'autres personnes? Il y a une question qui m'intéresse là, quand même, c'est par rapport à Benoît, ton parcours par rapport au handicap. Parce qu'en faisant du porte-à-porte, il y a un truc qu'on découvre, c'est le nombre d'handicapés qu'il y a en fait dans le pays. Et en fait, généralement, on ne se rend pas du tout compte. Et il faut aller les chercher, il faut frapper aux portes pour se rendre compte de ce qu'il y a comme réalité. Donc moi, ma question, c'est de savoir comment tu vois en fait cette question-là, comment on peut changer la donne, qu'est-ce que ça implique par rapport en général au système de santé. Voilà, moi, ça m'intéresse de savoir un peu ce que tu as en tête. Merci. Alors, le milieu du handicap, je le pratique depuis 1987, puisque j'ai fait du tennis, j'ai été éducateur de tennis et j'ai entraîné des personnes handicapées. Voilà, donc à l'époque, juste pour faire un petit bref, mais à l'époque j'entraînais 2 personnes. Une personne qui était en fauteuil, qui était à l'époque, et qui est devenu après le président du club, de fauteuil, tennis, en fauteuil roulant. Et une personne de petite taille, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai horreur qu'on dise Anna. Anna, ça n'a qu'une tête, c'est une personne de petite taille qui n'avait pas de bras. Voilà, qui avait 2 moignons au niveau du haut des bras et qui pratiquait le tennis. Ce monsieur venait de La Rochelle pour jouer à La Roche-sur-Yon. Il venait régulièrement, systématiquement à tous les entraînements. Et se mettait la raquette au niveau du moignon avec des sangles en cuillard. Bref. Et c'était quelqu'un qui était ouvert, qui travaillait, et ainsi de suite. Mais bon nombre, déjà à l'époque, des handicapés, que ce soit mentaux, physiques et ainsi de suite, étaient des nantis. Ces gens-là, ils étaient mal vus, on ne les sortait pas. Ils restaient chez eux. Les familles, surtout, attention, quoi, alors, je ne parle pas de la maladie, de la trisomie 21 et ainsi de suite, parce que c'est aussi un large sujet. Donc il faut sortir de ces clivages, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait, qui a été entamé, mais qu'il faut continuer là-dedans, puisqu'aujourd'hui, ces gens-là ont envie de vivre comme les autres. Ils ont envie de travailler avec, bien sûr, un accompagnement, mais il faut qu'il y ait l'accompagnement. Et quand on voit que le milieu médical, parce que rien que déjà l'accompagnement dans les écoles de ces enfants handicapés, mentaux, physiques et ainsi de suite, on s'aperçoit qu'on n'a pas suffisamment de personnel. Et on ne met pas les moyens pour justement accompagner ces enfants. Alors vous imaginez bien que si on n'a déjà pas ces moyens-là, quand ils sont grands et assez, plus grands, c'est pire. C'est pire. Alors effectivement, il y a des structures. Pas plus tard que lundi, c'est mardi, en allant justement, en faisant du porte-à-porte avec l'équipe, là, on a été dans un secteur que je ne connaissais pas, et c'était au Bourg-sous-la-Roche, vers la salle des fêtes du Bourg. Sur la gauche, il y a un lotissement, et il y a des logements pour les personnes handicapées. Et là, on a sonné, on a été accueillis par une responsable qui nous a dit, mais très bien, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui vient vers nous, quelqu'un
mais qui se présente aux législatives, voilà, et entre autres, on a laissé des tracts. J'ai dit que j'étais aussi dans le milieu du handicap, et là, on nous a dit, ben, laissez plusieurs tracts, effectivement, ils peuvent être intéressés, parce qu'on va en discuter avec eux, et ainsi de suite. Bon, on leur a donné aussi l'heure de la réunion, mais on peut comprendre aussi que c'est compliqué, parce qu'effectivement, ben, il faut les accompagner, et ainsi de suite, mais voilà, mais je sais que de toute façon, ce travail-là est fait. Parce que je sais que je connais le milieu. Si ces personnes-là sont intéressées, si on leur en parle, ben, après, ils iront peut-être voter. S'il y a d'autres démarches, ils en parleront. Et ça sera peut-être quelqu'un d'autre, mais peu importe. Mais aujourd'hui, le handicap reste quand même un milieu très fermé. Et nous, on le voit bien pour le sport. Et moi, je le vois bien pour le sport. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les moyens d'amener ces gens-là à faire du sport. Voilà. Pourtant, on a la hache qui normalement a tous les noms des personnes, enfin des personnes handicapées, que ce soit mental, physique et ainsi de suite. Mais derrière, il n'y a aucun travail qui est fait pour les aider à faire du sport, à s'épanouir. Voilà, donc aujourd'hui, oui, il y a un gros travail là-dessus. Et surtout, moi je dis un gros travail pour accompagner les enfants handicapés au niveau des écoles, parce que normalement, il devrait y avoir un personnel pour chaque enfant handicapé. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà, donc s'il y avait quelque chose à faire, ça serait déjà, par rapport à ça, donner les moyens pour que justement il y ait suffisamment de personnel pour encadrer ces jeunes, ces enfants, à progresser intellectuellement, physiquement aussi, bien sûr, mais voilà, donc les accompagner. Voilà. Ce que je peux dire. Merci. J'arrive. Oui, c'était pour rajouter, parce que j'avais travaillé 2 années de suite, j'étais allé avec des enfants d'un institut médico-éducatif, des enfants handicapés, pour leur séjour de fin d'année. Puis donc ils étaient partie il y avait une année, c'était dans le Cotentin, il y en avait qui étaient en roulotte pour ceux qui ne pouvaient vraiment pas marcher, puis il y en a d'autres qui étaient avec les béquilles et tout, faire des randonnées et tout. Et puis avec un moyen, beaucoup d'encadrement, mais... Et puis... Donc ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait, dans des bonnes conditions, justement avec un bon encadrement, un dépassement où on voyait des jeunes handicapés. Il y en avait un, par exemple, il avait des problèmes aux jambes, et puis il avait des béquilles, donc il avait à la force, il avait des bras bien musclés. Et puis les différents enfants faisaient des efforts que des gens valides ne feraient pas, quoi. Et donc ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les personnes handicapées ont quelque chose... dans la vie, c'est qu'ils doivent ils ont à être persévérants, quoi, parce qu'ils sont face à des difficultés, doivent se remettre en cause. Et donc, du coup, si ces gens-là sont vraiment suivis, encadrés, ont les moyens de s'épanouir, après, ils peuvent apporter beaucoup au reste de la société, parce qu'ils peuvent apporter cette réflexion, cette persévérance, que des fois, quand on n'est pas confronté à ça, on file tout droit, puis on ne réfléchit pas. Donc, c'est une richesse aussi, pour tout le monde, quoi. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les entreprises, normalement, ont des normes. Et normalement, c'est 6%. 6% de personnel reconnu. Alors, ce n'est pas qu'une reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce qu'on joue là-dessus. Normalement, c'est 6% de personnes qui sont physiquement handicapées. Attention. Et alors pour travailler dans La Roche-sur-Yon et aussi en étant membre du CHS, on le voit. Aujourd'hui, on fait passer 6% en reconnaissant aussi des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Comme ça, on se dit, on est dans les clous. Mais c'est faux. C'est faux. Et moi, il y a bon nombre d'années que j'interviens là-dessus en disant, attendez, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Respecter les lois. Ah oui, mais vous savez, on les respecte, on fait des déclarations, et ainsi de suite.
Ben oui, mais ce sont des déclarations qui sont faussées. Eh oui. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur nos anciens. Nos anciens, et Jacques l'a dit tout à l'heure, avec les affaires des EHPAD, Orpea et ainsi de suite. Voilà. Mais aujourd'hui, le milieu soignant, on a été au CHD distribué, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on nous a dit qu'il y avait environ 200 personnes soignantes qui avaient abandonné le milieu soignant, qui étaient partis, certains étaient partis travailler à l'usine. Non mais, vous vous rendez compte un peu? 200 personnes. Alors, c'est pas pour... Alors, je comprends pourquoi qu'à un moment donné, il y a des mouvements sociaux, quoi. Ils étaient en grève avec 2 syndicats. Mais ça peut se comprendre. Et après, on dit, comme ça, que... y a un manque de soignants. C'est pas étonnant. On leur donne pas les moyens, on les paye pas. Et bon, alors, pas du Covid, parce que le Covid n'a pas arrangé les choses. Mais on s'était déjà engagé. Depuis longtemps, déjà. C'était déjà engagé depuis longtemps. Alors, quand on parle des EHPAD, alors sur La Roche, parce que je connais le sujet, aujourd'hui on a suffisamment de personnel, façon de parler, parce que je vous dirai pas le rythme de travail que ces agents-là ont avec des personnes qui sont de plus en plus dépendantes. Parce que les gens qui vont, nos anciens qui vont dans les EHPAD aujourd'hui, sont complètement dépendants. Avant, on rentrait dans une EHPAD, en couple, encore alerte, voilà, on avait un petit appartement et ainsi de suite, des lits non médicalisés, et il y avait une vie dans le foyer. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, mais c'est une sorte de mouroir, quoi. Parce que, justement, et les personnels sont là, malheureusement, ils aiment leur métier, ils voudraient faire plus pour les anciens, mais n'ont pas les moyens parce qu'ils ne sont pas suffisants. Et pas suffisamment nombreux. Voilà. On ne met pas le nombre de personnel adéquat par rapport à nos anciens. Et là, c'est un gros travail à faire aussi. Voilà. Donc on est dans une société aujourd'hui où on est en train de mettre de côté ou de ne pas aider des personnes handicapées. De l'autre côté, les anciens, si on peut éventuellement aller les aider à partir plus vite, comme ça, ça fera moins de monde à gérer. Et puis, voilà, et ça continue. Donc tout ça, il faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc, voilà, c'est pour ça aussi, à un moment donné, qu'on y va. Voilà. Et puis, on ne va pas parler des jeunes, il y a quelques jeunes dans la salle, là. Leur avenir. Vous vous rendez compte? Ils vont faire quoi? Bonne question. C'est eux à nous poser qu'est-ce qu'ils envisagent de faire. Comment ils voient leur avenir? La question et le débat est lancé. Alors les jeunes, votre avenir, vous le voyez comment? Aya ou... Non? Tu vois ton avenir comment? Oui? Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. On mange personne. Comment on voit l'avenir? Je pense que déjà il faut s'investir en fait directement par la voie politique, parce qu'aujourd'hui c'est le seul moyen d'avoir un réel impact sur ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que je veux bien que aller manifester dans les rues et autres, c'est une super bonne initiative citoyenne, il n'y a pas de souci. Il y a 90% de chances que ça n'avance pas. On a vu les gilets jaunes. Aujourd'hui, l'inflation sur le carburant, elle est relancée. Donc pour moi, il faut se lancer en politique. Et pour ce faire, il faut, à mon sens, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aujourd'hui candidate auprès d'un parti qui prône la jeunesse et l'Europe, vraiment tous ces sujets qui devraient nous intéresser, nous, les jeunes aujourd'hui. Et pour moi, il faut faire en sorte que les jeunes se lancent en politique,
Et ça part déjà par le biais du système scolaire. On n'apprend pas assez aujourd'hui aux jeunes, ne serait-ce que placer un parti sur l'échiquier politique, il y en a plein qui ne savent pas le faire. Des proches à moi qui, par le biais d'articles ou de conférences que j'ai pu faire, m'ont dit ah oui, tu te présentes au présidentiel. Enfin, c'est super révélateur qu'ils ne savent même pas faire la différence entre des législatives et des présidentielles. Enfin, je pense qu'il faut méditer dessus et qu'il faut se bouger. Aujourd'hui, bon, on a vu qu'il y a pas mal de jeunes qui ont été votés parce que pour une fois, on s'est dit il y a encore un duel Macron-Le Pen où il s'agirait de changer les choses. Ben, c'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu tard. C'est encore Macron qui est au pouvoir. Alors, on va dire oui, c'est un président qui est jeune et autres. C'est l'avenir de la France. Chacun a son opinion, mais pour moi, il faut ne serait-ce que dire à nos jeunes aujourd'hui, allez voter. Renseignez-vous, il faut arrêter de voter par barrage, c'est ce qu'on a depuis des années et des années. Je pense qu'il faut clairement, évidemment, une révolution sous toutes ses formes, mais surtout, il faut que la jeunesse aussi prenne le pouvoir. Alors, je ne mets pas de côté nos anciens, pas du tout, hein, je ne mets pas de côté nos anciens, mais nous, les jeunes, on est l'avenir de demain, et si on ne fait rien, on se mangera les doigts. Donc, c'est pour ça que j'incite les jeunes à voter et à se lancer en politique. C'est bien, très bien. Bravo. Merci Aya. Et vous les jeunes? Non, je pense qu'il y a autre chose, vas-y. Vas-y, tu peux y aller? Non? Non, mais il peut. Un petit peu, il est calé un petit peu. Hein. Non, mais il peut. Mais tu peux dire ce que tu veux, hein. De toute façon, on ne mange personne. Et mademoiselle Jean-René, tu veux dire quelque chose? Ou Cheyenne ou mademoiselle ou madame? Moi je me mange déjà les doigts. Ah oui. Donc aujourd'hui notre politique, on voit comment elle est. Donc arrive un moment, comme disaient certains, ça va tout péter. On va y arriver. Hein. Ah Virginie. La révolution, l'accent. Honnêtement, moi je suis contente de voir des jeunes comme Aya qui ne sont pas résignés. Hein, parce que moi je me rappelle de ma jeunesse, on ne se rendait pas encore compte qu'on était sur la pente descendante. On parlait de paix dans le monde, on voyait tout qu'allait aller vers le mieux. La technologie, on ne voyait pas les défauts de la technologie. On se rend compte 20 ans après que les jeunes, ils n'ont absolument pas cette vision-là du futur. Eux, ils voient la guerre, ils voient qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'argent. J'imagine que le sentiment ne doit pas être le même à 20 ans par rapport à ce que nous, on a connu. Et j'aimerais vraiment que moi, mes enfants, ils connaissent. En fait, au lieu de continuer la pente descendante, parce qu'ils vont se retrouver là, quoi. Qu'on essaye de remonter pour essayer de leur retrouver le goût que nous, on a pu avoir dans notre jeunesse, quoi. Donc c'est super intéressant de voir qu'il y a des jeunes comme ça qui s'engagent. Et je suppose que Jean-René est très content aussi parce qu'il y a 4 ans, on avait fait un livret, d'ailleurs que j'en ai encore, que je te donnerai, un livret pour la jeunesse, vraiment pour prendre conscience, pour aider à prendre conscience des choses. Parce que là, je vois, en fait, on nous dit, le monde du futur, voilà, ce sera comme ci, ce sera comme ça, ce sera comme ci, mais qui c'est qui décide, en fait? Qui c'est qui décide de ça? Quand on essaye de suivre vraiment ce qui décide, on retombe toujours encore sur le circuit de l'argent, sur les forums économiques qui nous disent l'avenir sera comme ci, l'avenir sera comme ça. Donc on n'a pas décidé de mettre un stop à l'intelligence artificielle, donc on a décidé plutôt qu'on peut-être on connectera l'homme à la machine. Enfin, on rentre dans des choses où on n'a même plus notre mot à dire, alors qu'à la base, c'est quand même à nous de créer notre projet de société. C'est pas, on ne doit pas le subir. Il n'y a personne qui a en droit sur la planète de dire aux autres, ça doit être, le monde va évoluer dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On doit nous-mêmes se dire comment on veut évoluer, comment nos enfants, on veut dans quel monde ils vivent, et on ne peut pas le faire si on ne prend pas les décisions pour nous, en fait, pour nous-mêmes. Donc je suis contente, Aya, que tu sois venue ce soir. Ça fait plaisir. Donc, ce que disait Virginie,
à une certaine époque, il y a 2 ans, 3 ans, on avait été à l'université de Nantes, à La Roche, et on avait distribué des flyers pour poser des questions aux jeunes. Et le résultat, les jeunes, au niveau du droit, ils connaissaient des choses, mais pas tout ce qu'on disait nous. Donc c'est vrai qu'on a bien milité à ce moment-là sur l'université. Tiens, Benoît. Si, avec les jeunes. Je me rappelle d'avoir fait un cercle citoyen où on avait fait justement un petit quiz sur la Constitution et l'évolution de la Constitution et ainsi de suite. Basique. Hein. On interpellait, on demandait à remplir le petit questionnaire, puis après derrière il y avait les réponses. Constitution et tout ce qui en déclinait. En gros, on a interpellé des jeunes aussi. Hein, c'était, on va dire catastrophique, mais pas loin. Voilà, je peux le dire. Ouais. D'ailleurs, on avait gardé j'en ai tout un stock. On avait dit qu'on ferait un petit travail de synthèse là-dessus, mais je disais encore. On l'a pas fait, on n'a pas pris le temps. Mais ouais, non, c'est quand même inquiétant. Ouais. C'est quand même inquiétant et malheureusement. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais hier, à une époque ancienne, on avait un minimum d'informations sur ce qu'était la politique en général, les partis politiques, les syndicats, la classe ouvrière, le mouvement syndical et ainsi de suite, et l'évolution politique. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On appelait ça l'instruction civique. Avec beaucoup de choses dedans. Bah ouais, mais aujourd'hui, ça a disparu. Complètement disparu, les programmes. On le voit bien aujourd'hui, les programmes sont vides pour les jeunes. Moi, j'ai des collègues, un peu militants et dans l'éducation. Aujourd'hui, l'autre jour, on discutait dans le lycée privé. Professionnel, pardon, excusez-moi. Lycée professionnel, des profs, on leur dit, il y avait lancé, alors j'ai un collègue qui enseigne l'histoire géo, voilà, on leur a dit, attends, là on vous sucre, on enlève 4 heures d'histoire par semaine, il ne reste plus que 2 heures, et vous allez nous mettre des travaux, je ne sais plus comment ils appellent ça, des travaux. Ben oui, mais on y met quoi dedans? Aucune directive, rien. Vous verrez avec les élèves en fonction de leur attente et ainsi de suite. En fin de compte, on vide tout, quoi. On vide l'éducation et l'enseignement des jeunes. En lycée professionnel, en fin de compte, l'histoire géo, on avait 6 heures de cours par semaine, on en a plus que 2. Voilà, cool. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et on dit, on donne aucune, comment dire, instruction aux profs pour faire, ils sortent un truc. Voilà. Benoît, je vais donner un simple petit exemple. Oui. Avant-hier, ça c'est un exemple, c'est du vécu. Vas-y. Extrêmement simple. C'est pas comme ça, on entend pas la Alors, j'ai demandé à un jeune de me lire quelque chose parce que je ne pouvais pas lire sur une étiquette de bouteille. Et puis ce jeune m'a lu R-E-I-M-S. Il m'a dit, je ne sais pas trop ce que c'est. Je lui ai dit, c'est Reims. Oh, je ne sais pas. Puis je lui ai dit, Reims, c'est la capitale de la Champagne. Là, on fabrique du champagne. Je ne sais pas au courant. Et donc, vous n'avez pas je lui ai dit, vous n'avez pas appris un petit peu d'enseignement général, tout ça, de toutes sortes de cultures? Non. Voilà ce que c'est un jeu. C'est ça. Alors, Reims, c'est R-I-E-M-S, c'est des initiales, c'est tout. Voilà ce que c'est. Voilà l'éducation pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est rien d'autre. Oui. Je voulais juste intervenir dans une chose. Moi, je pense que cette situation, c'est une situation qui est en fait préparée. C'est une situation qui est préparée par le système. C'est très simple. C'est-à-dire que, comme tu dis, on a perdu des heures. C'est-à-dire que nos enfants, sur le système qui est mis en place, seront commandés
par leurs enfants. C'est-à-dire nous sommes amenés à être les ouvriers de leurs enfants. Parce que je vais vous dire une chose, nous, nos enfants, on est très contents de leur acheter une console. Souvent, on est heureux, voilà, on a réussi à offrir à notre enfant une console, il va jouer aux jeux vidéo, et je vous assure qu'ils ne donnent pas ça, eux, à leurs enfants. Ce sont eux qui fabriquent ce genre de loisirs, de divertissement, mais je vous assure que ce soit console, que ce soit téléphone, ils ne donnent pas ça à leurs enfants. Et ils savent pourquoi. Ils savent très bien que ce sont des choses qui vont abrutir nos enfants. Mais eux, leurs enfants, eux, ils vont aller dans les écoles bien préparés, puisque aujourd'hui, vous savez, l'enfant de tel, il ne va pas à l'école comme nous dans la même école. Lui, ils ont des écoles particulières où demain, ils seront à l'ENA. Et puis après, demain, ils seront des grands... oui, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont avoir les postes les plus importants, au niveau même du gouvernement. Ce sont eux qui vont les avoir. Et donc, avoir ces postes, ça veut dire que forcément, ils seront nos cadres. Ils seront, pas nos cadres, mais ils seront les cadres et les responsables de nos enfants. C'est préparé. Voilà pourquoi ça ne va pas. Voilà pourquoi ils ne vont même pas, eux, ils ne vont pas chercher à l'améliorer. Ils ne vont pas chercher à l'améliorer. Puisque le but, c'est ça. Le but, c'est que, vous imaginez, le gamin qui dit non, je ne sais pas. C'est terrible. J'ai d'autres choses aussi à rajouter, c'est que, comme il s'appelle, c'est Diderot qui a dit. Diderot nous a bien dit, l'ignorance mène à servitude. Je pense qu'on ne veut pas que les jeunes sachent pour en faire des esclaves. Carrément, j'ose le dire. C'est pour cette raison qu'on ne veut pas que les jeunes acquérissent le savoir. C'est uniquement pour qu'ils soient des esclaves. C'est exactement, tout ça c'est préparé. Et si nous on ne fait pas attention à ça, on tombera dans le panneau. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on bouscule tout ce qui sont, qu'on sensibilise les gens pour comprendre que c'est vraiment une lutte de classe. Et on risque, c'est nous qui sont de payer, nos enfants qui vont payer. Non, ils vont subir. Oui, j'ai un regard un peu biaisé parce que je suis militant Solidarité et Progrès depuis 15 ans, donc je cumule entre le gars encarté et militant depuis 15 ans. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, quand je suis rentré à Solidarité et Progrès, je croyais que je me battais contre une oligarchie financière au tout début. Que c'était ça, de fait, c'est le discours, c'est ce qui se passe, il y a une oligarchie financière, etc. Je me suis aperçu très vite d'une chose toute bête qui m'a mis très 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 en colère à l'époque, et beaucoup de gens dans la rue s'en souviennent sans doute de moi et n'auront pas un bon souvenir, que je me battais beaucoup plus contre l'inaction des gens. En fait, cette colère à l'époque, elle était légitime, mais elle était en réalité très mauvaise conseillère, parce que ce qui amène les gens à bouger à un moment, c'est pas juste d'être tous en colère contre le même bouc émissaire. C'est à un moment d'avoir un projet, et ce projet, en fait, il peut être mu par tout ce qu'on a discuté ici, mais par la compassion, en fait. Que, effectivement, l'oligarchie financière veut que ses enfants continuent à avoir un pouvoir sur les nôtres, ou sur nos petits-enfants, c'est une réalité. Mais disons qu'en tant que tel, le savoir n'évite pas forcément le piège. Par contre, avoir un projet, parce que l'oligarchie, elle, c'est son seul projet, donner du pouvoir à ses enfants. Mais par contre, avoir un projet, c'est important, parce que elle, à part ça, elle n'en a pas. D'autres questions? Donc aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé des retraites. Des retraites qui n'augmentent pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout augmente, mais les retraités, et puis les personnes, les jeunes, il faut qu'ils vont travailler jusqu'à 65 ans, peut-être plus,
Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous prendre derrière. Peut-être 67, peut-être 70 ans. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas où on va là. Oui, non, mais ça devient très grave. C'est là qu'il y a de l'action, pour ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ces retraités qui sont parmi les plus opprimés, c'est ceux qui votent Macron. Donc là, il faut éclairer. Et je pense qu'il y a un domaine dans lequel on peut changer beaucoup de choses, c'est cela. Et dans les jeunes, bien leur expliquer que c'est une entreprise, comme on l'a dit, hein, voulue, pour qu'ils ne lèvent pas la tête et qu'ils n'aient pas les moyens, les repères pour lever la tête. Et s'ils lèvent la tête, on les humilie. Et c'est un pouvoir qui humilie. Vous avez Macron qui est l'exemple même. Et un pouvoir qui humilie, ça tient jusqu'à ce que les gens ne se révoltent pas vraiment. La preuve, Macron a été réélu, avec des choses qu'on peut commenter, qu'on peut penser, des limites, mais il a été réélu. Avec quelqu'un qui humilie et traverser la rue, tu trouveras un emploi, les gens de rien qui sont dans les gares, etc. Et il le fait en distillant les choses, parce qu'il ne le fera pas tout le temps, il le fera juste pour vous faire ressentir que vous ne devez pas avoir confiance en vous, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas répondre. Et la plupart des jeunes subissent cette intimidation. Et je crois qu'on le voit tout le temps. Et il faut lever cette intimidation. Et même s'ils disent n'importe quoi, mieux vaut qu'ils disent n'importe quoi plutôt que rien. Oui, alors pour la génération qui a voté Macron, je pense que c'est aussi ce que tu disais, Ernest, tout à l'heure, un manque de connaissances en fait. Ils ne se rendent pas compte. Ils ont vécu les belles années où ils ont pu mettre de côté. Pour la plupart, en Vendée, voilà, il y a un petit jardin, on peut s'alimenter soi-même. Voilà, on a mis un petit peu d'argent de côté, on n'a plus de loyer parce qu'on a réussi à payer sa maison, etc., etc. Et on a vécu les bonnes années qui nous disaient que le travail, ben, si on travaille, voilà, on gagne son argent, on récolte le fruit de son travail, et voilà. Sauf que ces gens-là, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que si à l'heure d'aujourd'hui, on leur demandait de travailler 4 ans de plus par rapport à l'époque, qu'ils ont peut-être oublié au moment où ils ont pris leur retraite, où on leur prenait 250 € sur leur budget pour mettre de l'essence dans la voiture tous les jours, si on leur enlevait leur petit bout de jardin ou si on leur mettait un loyer parce qu'ils avaient... Là, ils comprendraient. Et en fait, la société, elle est tellement devenue individualiste que chacun comprend à sa façon, à partir de ce qu'il vit. Il ne va pas regarder chez le voisin. Donc là, le problème, ouais, c'est un petit peu de l'ignorance. C'est là où il faut aller discuter, je pense, justement, faire du porte-à-porte avec ces gens-là. Et c'est vrai que moi, je discute beaucoup à mon salon de coiffure. Je vois par contre ceux qui ont pris, la génération qui a pris 2 ans ou 3 ans de plus, qui pensaient être à la retraite à 60, eux, ils se rendent compte énormément que ce que nous, on va vivre plus tard, là, ça va être dur. Parce qu'ils ne se seraient pas vus à ce moment-là faire encore 2 ans de plus, ou voire 3, quoi. Mais voilà, on est dans un monde où les gens se rendent compte par rapport à ce qu'ils vivent, et ça, c'est dommage. Donc il y a un transfert de génération qui ne se fait plus non plus dans le savoir. Chacun vit son petit quotidien, et puis il ne va pas voir plus loin. Donc on peut toujours en discuter, mais c'est pas évident de faire comprendre. Benoît, qui veut parler? Attends, j'arrive. J'ai été ouvrier toute ma vie, donc c'est un milieu que je connais très bien. Et donc ce que j'ai appris au niveau, Benoît, je le dis, au niveau des handicaps, c'est un très très gros producteur de handicapés, le travail manuel. Donc on nous demandait des rendements infernaux, on nous demande de ne pas être dans des lieux de travail qui soient ergonomiques, etc. etc. C'est la totale, voire travailler avec des ambiances hostiles et plutôt malsaines. Et on ne s'occupe pas, quand vous êtes un peu handicapé ou autre, donc on ne s'occupe pas de s'occuper de vous autres. C'est comme ce que me disait un kinésithérapeute. Vous travaillez beaucoup, les travailleurs manuels, comme des sportifs de haut niveau, mais vous n'êtes pas soignés comme des sportifs de haut niveau. Et donc, voilà, pardonne-moi l'expression, mais les salariés manuels peuvent crever la gueule ouverte, ils en ont rien à foutre. Oui, je peux confirmer ce que tu viens de dire, Yvon, parce que je suis passé par là. Moi, j'étais licencié pour une attitude à tout poste de travail.
Donc je connais bien le truc. Donc oui. C'est la production. Et oui, c'est le travail à la chaîne, et tu travailles, et puis après, ben, tes membres ne suivent plus, et puis tu te trouves handicapé. Oui, tout à fait, pour dire. Et on ne te reconnaît pas. Ils ont des arrêts musculaires 1 an, 1 an et demi. Il y a des gens, ils ont des arrêts musculaires 1 an, 1 an et demi. Et ils en ont rien à foutre. Ils peuvent crever à la gueule ouverte. Merci les patrons, merci les financiers. Et oui, c'est exactement ça. Donc je connais bien ce système-là. Tu voulais reparler, Benoît? Si je voulais quand même parler, oui, des jeunes aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui on est en train de formater les jeunes à telle chose, à telle chose, à telle chose. Et on va bientôt leur demander de ne pas sortir du cadre pour lequel ils ont été formatés. Et s'ils sortent du cadre, oh là, ça va être des nantis, ça va être des complotistes, ça va être des fois qu'on prendrait le temps de réfléchir et de poser des questions. Mais c'est ça aujourd'hui, hein. À part ceux qui font grandes écoles où là, effectivement, on va leur apprendre énormément de choses parce que justement, ils seront supérieurs aux autres. On est un peu dans ce système, hein. Enfin un peu, même beaucoup. Mais on le voit aussi dans le monde du travail, puisqu'aujourd'hui, alors, je vais vous parler de ce que je connais, mais aujourd'hui c'est ça. On avait à une époque où on avait des gens qualifiés, mais qualifiés sur des domaines bien précis. Aujourd'hui, on demande que ces gens-là soient multifonctions. Mais multifonctions pour pas grand-chose, quoi. Pour répondre juste, pour répondre juste à une question sur laquelle ils ont été formés. Puis une autre question sur laquelle ils ont été formés. Mais dès qu'il y a des problèmes, où il faut aller creuser, il n'y a plus personne, puisque justement, ils ont perdu ces compétences. Parce qu'on n'a pas remplacé les gens qui avaient les compétences voulues. Et là, on arrive après, bien sûr, sur des systèmes financiers, puisqu'effectivement, il faut aider ces gens-là à résoudre les problèmes. Donc on va aller prendre des cabinets, conseils, ceci, cela, des formations, des formateurs ou des personnes du privé, parce qu'ils sont spécialisés, puis on va les payer, voilà. Et on arrive à un système aujourd'hui où on perd une qualification des personnels qualifiés et on les rend assujettis à des moindres tâches, alors qu'on pourrait peut-être les former pour justement répondre à tout ça. Donc on est dans ce système-là, et à un moment donné, il faut changer ça aussi. Revenir avec des qualifications, inciter les gens à avoir une qualification, et puis éveiller les gens, parce qu'aujourd'hui, la plupart ne sont pas éveillés à cette problématique. Déjà, bravo pour votre engagement. Parce que, simplement pour dire, dans le cadre de la campagne, c'est que ce que disait Jacques, c'est qu'on essaie d'humilier les gens, mais ça marche de moins en moins. Je pense que c'est un petit peu la bonne nouvelle. Et donc, bon, vous vous êtes engagé avec Solidarité et Progrès, mais il y a la raison du peuple, comme vous pouvez voir sur les affiches. Et aujourd'hui, on n'est peut-être pas très nombreux ici, mais il faut savoir qu'on prépare, il y a plus d'une centaine de candidatures aujourd'hui qui sont en cours dans toute la France sur les mêmes idées que vous défendez ici, c'est-à-dire des gens du peuple qui ont dit à un moment donné les politiciens professionnels dehors. Maintenant, on va décider ce qu'on veut pour nos enfants, ce que tu disais, on va choisir le modèle de société qu'on veut. Et ça, il y en a de plus en plus. Et donc, c'est pour dire que même si on n'est pas nombreux ici, on n'est pas nombreux là-bas, on n'est pas nombreux là-bas, on a un jeune de 19 ans qui se présente à Bordeaux. On va aller le soutenir aussi avec Jacques Cheminade la semaine prochaine. Il y a de plus en plus de jeunes, de coiffeurs, de gens qui s'engagent en politique. Et donc, comme je voulais quand même lancer un appel, il reste encore quelques circonscriptions dans la région pour les volontaires. Merci. Donc, je vais revenir sur ce que tu as dit, Benoît, concernant la formation des jeunes. Donc, moi, je l'ai vécu dans 2 entreprises. Donc, le problème, c'est que c'est les salariés qui forment les autres. Donc, aujourd'hui, ils ne sont pas rémunérés, ces gens-là, pour former les jeunes. Donc, il y a des systèmes pour les former, mais ce n'est pas aux salariés de former les jeunes. Donc, arrivé un moment, non, moi, on m'a dit, tu vas former la personne qui va te remplacer. J'ai
Je dis, mais tu m'as bien regardé. Moi, le métier, je l'ai appris tout seul. Non, je l'ai appris tout seul. Et je n'ai pas formé la personne. J'ai dit, tu trouveras quelqu'un, mais ça ne sera pas moi. C'est tout, c'est si branche de remplacer. Oui. C'est tout, c'est pour te remplacer. Oui. C'est scier la branche, tu scies la branche. Non, mais j'ai pas été du tout au coopératif. Non. C'est un peu normal parce qu'on n'associe pas les personnels à ce genre de choses, mais le transfert de compétences, il devrait se faire systématiquement et dans la bonne entente, la bonne humeur, et qu'il y ait à un moment donné aussi cette possibilité, mais là on ne laisse pas la possibilité de le faire. Parce que la plupart du temps, les gens partent à la retraite, on va leur dire, tiens, la personne va être embauchée dans les 3-4 jours, puis il faut que tu lui transfères tes compétences. En 3-4 jours, tu ne transfères rien. Juste, tiens, il faut que tu appuies sur ce bouton. Surtout, il ne faut pas faire gaffe parce que c'est le bouton qui arrête tout. Hein. Donc si tu touches, fais gaffe. Hein. Voilà. Là, c'est le transfert de compétences. Non, il faut arrêter les conneries, quoi. Un transfert de compétences, ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, mais voilà. Donc, si vraiment vous voulez faire quelque chose et avoir un savoir, oui, on transfère les compétences. Mais aujourd'hui, on le voit bien. Moi, je travaille dans la fonction publique. Quand quelqu'un va partir à la retraite, en plus aujourd'hui, les gens qui partent à la retraite ont fait un cumul, tant mieux pour eux, ils ont travaillé, voilà, donc ils ont des comptes épargne-temps, donc ils peuvent aller jusqu'à 60 jours, plus les congés, donc compte épargne-temps 60 jours, ça fait 3 mois, 3 mois plus éventuellement un mois de vacances, donc 4 mois avant, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout gentiment, parce que c'est ce qui se passe dans les collectivités aujourd'hui territoriales, tiens, tu pourrais pas prendre 20% du travail de ton collègue, là, parce que, voilà, si la personne dit, ouais, pas de souci, ouais, toi aussi, puis arriver à la fin du bout, parce que comme ils ne remplacent pas avant le départ en retraite, la question se pose, ils ont réussi à englober de la charge de travail, pas besoin de remplacer. Voilà, le problème est réglé. S'il y en a qui disent, ouais, mais moi, non, il est hors de question, je suis déjà charrette, j'en ai pas des bottes, j'en ai ras le bol, j'ai une charge de travail pas possible. Ah là, parce que là, ils vont commencer à réfléchir pour dire, peut-être falloir embaucher quelqu'un. Quand même, effectivement, là, sinon, voilà. Mais aujourd'hui, on en est là, quoi. Et que ça soit dans le privé comme dans le public, c'est exactement la même chose. Hein. Bon, moi j'ai 2 questions. Une pour M. Cheminade et une pour vous deux. Pour M. Cheminade, je ne sais pas en fait, je voulais savoir pourquoi vous ne vous êtes pas représenté. Parce qu'on a besoin de personnes comme vous. Et la deuxième, c'est si vous êtes élu, quels sont les premiers amendements ou bien ce serait quoi votre stratégie à l'hémicycle, quoi. Monsieur Cheminade. Alors, c'est parce que on pensait que le pouvoir en place a encore les moyens de nuire. Et dans une campagne présidentielle, il allait encore une fois, moi je l'ai fait 3 fois, détruire les idées qu'on pouvait amener. Alors on pouvait les faire progresser un peu, mais je pense que pour les faire progresser davantage, c'est vous qui devez les reprendre, y réfléchir, les présenter de façon différente, vous devez les faire vôtres, et les vivre différemment, parce que chaque être humain est un peu différent de tout autre, heureusement. Donc, et rétablir dans ce sens un sens du collectif. Et l'élection présidentielle, c'est une personne, et beaucoup trop la fixation sur une personne. Donc il faut redonner ce sens du collectif. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on voulait une union des souverainistes. Ils sont tous tirés dans les pattes les uns les autres. Donc moi, je me suis retiré, j'étais le seul. Il y a des gens qui le reconnaissent et qui disent quand même, vous-même, votre mouvement, vous êtes des gens qui ont essayé de créer quelque chose. Bon, maintenant, l'heure est venue, à mon avis, où c'est possible. Alors nous sommes peut-être très peu aujourd'hui ici, mais je pense que si on réfléchit en puissance, ce qu'éprouvent les gens, on peut vraiment être beaucoup, beaucoup plus. Mais évidemment, c'est la responsabilité de réussir à ce que vous disiez tout à l'heure, à transmettre aux gens le sens de la situation
Et que dans ces situations qui paraissent tragiques, qui paraissent terribles, c'est toujours là que les choses changent. C'est ce qu'on a toujours vu. Alors ils essaieront de biaiser les choses, ils essaieront de désorienter, ils essaieront de séparer les jeunes contre les vieux, ils essaieront tout. Mais ça ne marchera pas, parce que dans une situation de crise, et avec tout ce qui va nous tomber dessus, les gens s'apercevront qu'ils doivent être solidaires. Et là, vous serez la réponse. Mais ça ne peut pas être un seul homme. Donc ça, c'était la seule chose. On aurait pu dire aussi, ayant 81 ans, j'étais un peu vieux pour ça. Je me sens très jeune, je ne suis pas du tout vieux pour travailler auprès de vous et être présent dans toute cette campagne. Alors, la quatrième chose, c'est qu'on aurait pu présenter un autre candidat. On a pensé que cette volonté d'union, cette volonté de faire des choses, était nécessaire, bien qu'on aurait pu présenter beaucoup de gens qui auraient été prêts à être candidats. On a décidé d'avoir cette volonté d'union et la faire passer avant tout. Et ça a été une longue discussion, et pas simple. Donc aujourd'hui, cette union doit s'affirmer, mais de manière, si vous voulez, je dirais, de ce qu'est vraiment la souveraineté. La souveraineté, c'est faire pour le bien d'autrui. Les Grecs appelaient ça l'agapé, ou d'autres appelaient ça l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est l'amour du beau, l'amour du vrai, et élever les gens en leur donnant tout le sens du positif qu'on peut faire. Vous apercevez qu'aujourd'hui, on essaye de rendre les gens pessimistes. Vous avez vu, les jeunes, ils n'osent plus parler, on les rend pessimistes. Et le pessimisme, c'est un confort. Les gens se confortent dans ce qu'on appelait, à un moment donné, je ne sais pas, les religieux appelaient ça les délectations morbides. Vous êtes, ça va pas, et aujourd'hui, il faut redresser la tête et donner sens. Je crois que vous l'avez tous ici. Et je crois que très vite, on pourra, disons, au sens noble du terme, contaminer des gens pour qu'ils développent cette capacité, cette croyance en eux-mêmes. Donc, pas croyance en un homme, là, qui tout à coup se présente, mais croyance en chacun, dans ce qu'il peut faire. Et ça, c'est la façon dont nous procédons. Il n'y a pas la vedette et les autres, il y a chacun. Et chacun, dans ce sens, dans la période dans laquelle on rentre, pourra avoir le sens que lui, s'il ne défend pas le bien commun, il ne sera rien. Et ça, c'est à vous de l'enseigner et à vous de le faire comprendre. Merci, Pierre. Vous ? Alors, déjà, au niveau de l'Assemblée, si jamais on y arrive, ce qui est bien, c'est qu'on aura au moins la parole. Parce que depuis 4 ans, c'est vrai que si on avait les gilets jaunes, c'était déjà pour être vu. Donc si en plus on peut être entendu, ce serait quelque chose de bien. Voilà, au niveau des premières choses que moi j'aimerais proposer, c'est le référendum d'initiative citoyenne pour déclencher quelque chose où le peuple puisse reprendre un petit peu le pouvoir. Donc le proposer à mettre dans la Constitution, pour moi, c'est essentiel. C'est un déverrouillage de notre démocratie. Et puis après, la seconde chose qu'on aimerait réellement et qu'on va vraiment faire passer comme message, c'est la séparation des banques. Voilà. Arrêter la spéculation et tout ce qui peut être lié au privé. Vous n'avez pas parlé de l'euro. Alors, nous sommes souverainistes. Hein. Une souveraineté monétaire, un pays ne peut pas être dirigé par quelqu'un d'autre pour son propre bien. Les gens sont quand même au courant de ce qu'ils aimeraient avoir pour eux-mêmes, quoi. C'est pas possible. Donc, un retour aux francs, tout est faisable en fait. On a l'impression que les gens sont résignés parce qu'on nous a fait croire que rien n'était plus possible. Et c'est pas vrai, parce qu'il y a moins de 100 ans, il y avait l'esclavage. Il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de voter. On ne peut pas avoir cessé d'évoluer, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là. Oui, mais justement, rien n'est, on ne peut pas en rester là, c'est pas possible. L'humanité, elle se doit de constamment évoluer, et évidemment, sur une pente plutôt positive, ce serait mieux. Il y en a qui Alors moi, je vais revenir un petit peu sur Terre. Je rappelle quand même que l'Assemblée nationale, c'est 500 et quelques députés. 117. Si demain... Non, pas fatigué, mais si demain, effectivement, on a cette chance d'aller à l'Assemblée nationale,
on représentera le peuple, bien d'accord. Maintenant, ça ne se fera pas tout seul, quoi. Parce que je pense qu'on aura tous ces gros partis politiques qui sont créés depuis 60 balais. Et je ne pense pas qu'ils auront forcément les mêmes idées que nous. Même si on veut on les défendra cœurs et âmes. Mais à un moment donné, si on est que tous les deux dans l'hémicycle, quoi, on passera sans problème. Non, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être les endormir. Hein, on les endort. Non, mais soyons réalistes. Moi, je ne vais pas rentrer dans un débat où, effectivement, l'utopisme et ainsi de suite. Moi, je suis carré, voilà. Donc demain, moi, personnellement, si je suis élu, en fonction de l'évolution et des choses qu'on a envie de faire passer, comme la participation des citoyens aux décisions, ça sera déjà dans notre circonscription et de faire remonter un certain nombre de choses, des gens de notre circonscription, pour aller les porter vers l'Assemblée nationale en tant que député. Après, effectivement, sur un certain nombre de choses, si effectivement on peut unifier les choses entre nous et, bien sûr, un maximum d'élus, voilà, effectivement, là, on va rapporter vraiment des choses concrètes et les faire valider. Mais restons réalistes. On est en train de mettre une graine. Cette graine, il faut qu'elle prenne. Cette graine, il faut qu'elle pousse. Et il faut qu'elle s'étende. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de soleil en plus, donc... Oui, mais justement, le soleil, on va l'apporter. Regarde, il est sur ma tête, le soleil, c'est le jaune. Voilà. Non, mais soyons aussi en air et on les pieds sur terre. Hein. Donc là, on est en train de planter les graines, qu'elles poussent, qu'elles fleurissent, qu'elles refassent des graines, qu'elles se repoussent et ainsi de suite. Et là, effectivement, on pourra avancer largement. Maintenant, on est un petit parti, comme disait Sébastien, la raison du peuple, on commence, on y va, on a envie d'y aller, eh bien, on se lâchera là-bas, et puis on essaiera de faire avancer les choses. Mais ça ne sera pas en claquant des doigts. Pour rajouter ce que disait Virginie, aujourd'hui dans la Constitution, il y a le RIP. Ah oui, il y a le RIP. Hein, non, mais c'est vrai, il est dedans. C'est Non, partagé. Donc il est bien dedans. Donc le RIC, il n'existe pas. Donc il faut changer la Constitution. Le référendum de la Constitution, c'est une escroquerie parce qu'il faut 1/5 de parlementaires et le 10e de la population. C'est pratiquement impossible. En plus, il faut des signatures certifiées. Donc on se fout de notre gueule complètement en faisant ça. C'est d'ailleurs des socialistes qui l'ont fait, qui sont les spécialistes en foutage de gueule et qui l'ont bien pris sur la gueule et c'était mérité. Donc, première chose. Deuxième chose, beaucoup plus importante. Aujourd'hui, votre candidature, vous savez où elle est connue? Aux États-Unis, en Russie. Oui, dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons une organisation internationale qui s'appelle l'Institut Schiller, et Solidarité et Progrès à des amis dans le monde, et qui communique, grâce aux outils qu'on retourne contre ceux qui l'ont fait, grâce aux outils des visioconférences. Et de ce point de vue, on a des réunions nous-mêmes pour un nouvel ordre économique et monétaire international qui sera basé sur le développement mutuel, gagnant-gagnant. Je dois dire, ceux qui comprennent le mieux, et ça va beaucoup vous choquer, ça c'est les Chinois. Parce que les Chinois ont un certain sens collectif et ils savent qu'ils ont développé leur pays contre tout le monde. Donc ils ont un certain sens, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, hein. Personne n'est parfait. Mais il y a cette chance d'avoir du répondant ailleurs. En Argentine, dans mon pays où je suis né, parce que je suis double, j'ai la double nationalité, ce qui choquerait beaucoup de gens, donc j'ai la double nationalité, je suis né en Argentine, là il y a beaucoup de gens qui demandent conseil, qui veulent savoir ce qui se passe, et qui font une politique nouvelle, et qui essayent de la faire, et se font taper dessus parce qu'ils sont seuls. Mais si on n'est pas seul, on se fait moins taper dessus. Donc nous-mêmes, avec ça, on a ce lien qui, à la fois, inspirera les autres dans ce que vous faites, et vous protégera dans ce que vous faites. Et pour ça, dans la période où on rentre,
il faudra beaucoup de cette protection mutuelle pour pouvoir être pas seulement entendu, mais surtout pour se défendre, sans ça on s'écrasera. Donc il faut ce rapport. Ce qui est commun, c'est pas seulement dans un pays, c'est dans le monde entier. Et ce que disait le grand poète allemand Schiller, qu'on mentionne souvent, c'est le vrai patriote est citoyen du monde, et le vrai citoyen du monde est un patriote. Et on pense de cette façon. Non, pas une chanson. Je voulais juste ajouter deux ou trois choses à tout ce que vous avez pu dire, parce qu'en fait, en effet, votre candidature est connue dans le monde, comme disait Jacques, mais comme on le dit aussi, il faut que vous soyez absolument élu, que vous ayez le maximum de voix, et pour ça, évidemment, il faut que vous soyez connu dans votre circonscription et parmi la population. Et ça, c'est de l'huile de coude. C'est véritablement de battre campagne. Donc on a commencé à battre campagne. Vous avez là les flyers qui ne sont pas encore la propagande officielle, mais qui font connaître nos candidats. On a commencé à faire connaître dans les deux circonscriptions vos candidatures. Nous sommes allés sur les marchés. Et nous avons aussi fait du porte-à-porte. Et je sais que, bon, parce que moi j'ai commencé à travailler avec vous, j'ai vu ce processus en cours. Et j'en suis tout ému, parce que je vois que là, il y a vraiment un potentiel extraordinaire. Et ce potentiel, on le voit aussi en cassant les a priori et en cassant certaines appréhensions qu'on peut avoir à travers la population, à travers les citoyens. Et je sais que certains d'entre nous qui militons depuis le début de la semaine avaient peur de toucher la sonnette pour aller voir le citoyen, notamment Marc, qui nous pourtant n'a pas peur de parler des idées, mais voilà, et qui a dit à un moment donné, on appuie sur la sonnette, et tout d'un coup, on se dit, voilà, il y a des citoyens, alors évidemment, qui vous disent, on en a marre de la politique, surtout que c'était juste après le présidentiel, mais cette chose-là est en train de passer, parce que beaucoup nous disent, ah oui, les législatives, c'est vrai qu'il faut y penser, et c'est un autre enjeu que la présidentielle, c'est là quelque chose de beaucoup plus, peut-être beaucoup plus parlant pour eux, et je pense même pour les jeunes, je pense que là, il faut faire le pari. Donc la plupart d'entre vous, devraient peut-être réfléchir, penser à un temps à consacrer aujourd'hui à battre campagne avec les candidats et à faire dès demain. Dès demain, d'ailleurs, nous serons à la place Napoléon dès demain, avec un Barnum, pour faire connaître les deux candidatures toute la journée, en tout cas dès le matin vers 10h, 10h30. On y sera dès 9h30. Dès 9h30. Pour mettre en place. Pour mettre en place, donc du coup, vous pouvez même venir nous aider pour mettre en place. Donc on sera là, il y aura Jacques Cheminade qui sera là. Dimanche, on sera aussi, certains d'entre nous seront à la fête du travail, à la mobilisation. On sera au marché aussi. On sera au marché, et on sera au marché de La Roche-sur-Yon. Voilà. Il y a le porte-à-porte, on a commencé, et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont très timides, mais beaucoup de gens vous donnent son vécu, son expérience, et vraiment, ça donne un sens de ce qui se passe. Par exemple, je peux juste donner l'exemple d'une retraitée qui vit dans une belle maison, en effet, semble confortablement installée, mais sa fille travaille au CHD, et je peux vous assurer que, disons qu'elle a très peur, en fait, pour l'avenir de ses enfants, elle voit comment ça se passe, et donc voilà, il y a ces retraités qui n'ont pas voté pour Macron, d'ailleurs, et qui sont très 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 contents de voir, en fait, qu'on a des candidats citoyens. Donc ça, c'est extrêmement important, et je pense, c'est dommage, les jeunes qui étaient là, il faut que vous les mobilisiez, si vous les connaissez, pour qu'ils viennent donner un coup de pouce dès demain, d'ailleurs, qu'ils devraient venir, parce que ça forme le militantisme de ce point de vue-là, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas faire, et quand on le fait, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si extraordinaire, et en même temps, c'est extraordinaire. Donc voilà, je pense que l'heure tourne, en fait, je voulais juste faire dans le timing, c'est qu'on a un petit pot, peut-être un mot de conclusion rapide, mais on devrait boire un petit coup ensemble, oui. Voilà, donc juste une autre chose, c'est que, en fait, bon, là je pars vraiment loin dans le temps, mais Solidarité et Progrès a déjà une date, on va dire le 17 septembre. Je veux juste vous en parler parce que vous pouvez mettre ça dans votre calendrier à Paris. Nous allons faire une grande conférence le samedi 17 septembre, pardon, j'ai dit février peut-être, mais septembre, 17 septembre. Et c'est un peu l'Assemblée générale de Solidarité et Progrès, mais c'est aussi un événement public où on voudra notamment inviter les collaborateurs de République souveraine, enfin ceux qui font partie de la raison du peuple. On va essayer de voir ce qu'on peut faire.
Donc on a déjà une date, et je pense que vous pouvez la marquer, venir pour qu'un maximum de gens soient là, et je voulais juste le dire, comme ça c'est dit. Alors moi, ce que je voulais rajouter, je tiens à remercier Jacques Cheminade et toute son équipe qui sont venus en Vendée, parce que c'est pas évident. Nous, on était tout seuls, on n'y serait pas arrivé. Donc merci à toute l'équipe de Jacques. Donc je vais vous nommer, hein, tant qu'à faire. Sébastien, deuxième Sébastien, Étienne, Clément, Antoine, Chérine, et puis Benjamin. Et Rémi, t'étais caché. Donc je vous remercie les gars, chapeau, et Marc qui est de notre équipe du mouvement citoyen Pays-Lyonnais, et qui est local. Et alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce soir on a deux mandataires financiers, qui est Ernest Manon et Marc Villain. Donc qui vont faire les caisses, voir s'il n'y a pas de conneries de faites. Alors, pour différentes raisons, je vais vous faire une confidence, je ne croyais pas que ce qu'on voit ici arrive en Vendée. J'avais probablement des préjugés. C'est formidable que ce soit arrivé en Vendée. Encore plus formidable. Mais il faut non seulement organiser en Vendée, il faut faire ce qu'on disait dans le temps, dans ma jeunesse, 1, 2, 3, plusieurs Vendées en France. Voilà. Merci.